tout d'abord, je crois qu'il est important de donner des exemples dans lesquels la préparation mentale trouve sa place. Une des évidences, c'est le sport de haut niveau, la gestion des très forts enjeux. J'interviens aussi dans des négociations type fusion-acquisition, négociations commerciales, mais aussi dans des domaines plus spécifiques tels que la négociation avec les forces spéciales, dans le cas de prise d'otages, demande de rançon, séquestration éventuellement. Et bien évidemment, dans le domaine qui concerne la plupart des gens aujourd'hui, ce sont des négociations managériales du type préparation de grands rendez-vous, mise en place de stratégies, gestion de crise. Ensuite, sur la terminologie préparation mentale, je crois qu'il faut dissocier le mot préparation, qui est un mot clé, parce qu'il met en évidence ce moment unique, qui est la négociation qui va démarrer, qui est un moment unique, qui n'a jamais existé et qui fait qu'en plus, aucune action ne nous ramènera jamais en arrière si on n'a pas préparé pour rejouer la scène. Donc, d'où la nécessité de la préparation. Ne pas se préparer, c'est laisser l'illusion au mental de contrôler une situation qui, par nature, est unique. Donc, unité de lieu, de temps, de personnes et d'actions, alors que l'on devra effectivement s'adapter à cette situation-là. Donc, qu'est-ce que la préparation mentale ? C'est donner la place un peu au conscient, de se substituer à l'inconscient, d'éviter que les automatismes et les réponses standards ou les préjugés jaillissent pour répondre à une situation qui, encore une fois, nécessite de l'intelligence et de l'adaptabilité. Donc, ne pas se préparer, c'est laisser la place à la négligence, c'est imaginer qu'une situation du passé ou une réponse du passé va pouvoir se substituer spontanément à une situation inconnue, et puis on obtient des phrases comme « ça va aller, on verra bien, je me débrouillerai ». Donc ne pas se préparer, c'est une illusion de l'ego. On est face à un système complexe qui est tout sauf linéaire. Donc les propriétés des systèmes complexes qui s'appliquent parfaitement en négociation, c'est que nous sommes dans l'interdépendance, que l'irréversibilité, l'imprévisibilité et qu'il y a des invariants flous face à nous. Donc on ne peut rien contrôler. C'est une illusion que de croire qu'on peut contrôler un système complexe. On va jouer dedans. Donc si je devais retenir 5 critères, 5 postures en fait pour la négociation, le premier serait apprendre et comprendre. Quels sont les leviers? Comment est-ce que je fonctionne? Qu'est-ce qui m'influence tout seul avant même que la négociation ne commence? C'est d'où viennent mes automatismes. Apprendre et comprendre. Le deuxième serait accepter. Accepter que mon pire ennemi, c'est tout d'abord moi, puisqu'en fait mon ego me connaît par cœur, mes névroses me connaissent, elles vont se glisser dans toutes les failles que je vais ouvrir dans la négociation. Donc accepter avec humilité de danser avec l'ego de l'autre, mais accepter aussi ses automatismes et apprendre à les dépasser pour jouer une situation qui va nécessiter de l'intelligence et non pas de l'automatisme. Troisième levier, ça va être construire. Construire quoi? Tout d'abord un objectif très clair et ensuite une stratégie très claire. Ça ne va pas dire qu'elle va se dérouler devant mes yeux, mais en tout cas, je dois la suivre, je dois être calé là-dessus pour que mon conscient se substitue aux mécanismes inconscients des automatismes. Ça suppose aussi, dans la construction, un décollage de l'entretien, un plan de vol avec des étapes et un atterrissage prévu. Même si je n'atterris pas exactement à cet endroit-là, même si mon plan de vol va être bousculé par la partie prenante qui est en face de moi ou la situation, au moins j'ai une idée claire, j'évite les surprises avec moi-même. Quatrième levier, ça va être augmenter l'autre. Et ça, c'est une clé, c'est une obsession que d'augmenter l'autre, c'est-à-dire de trouver le bénéfice futur dans la négociation qui fait que l'autre va trouver un espace pour obtenir un oui. Je vais chercher le oui chez lui. Donc, en face de moi, j'ai une personne et une fonction, donc je peux jouer sur augmenter le territoire de la personne, augmenter le territoire de la fonction. Et si je devais résumer ça en une phrase, c'est comment faire pour que l'autre accepte librement ma proposition en utilisant son mode de pensée. Donc je vais essayer de l'augmenter avec sa grille de lecture. Enfin, cinquième levier, pratiquer, 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 pratiquer. Pourquoi? Parce que la pratique permet de développer de nouveaux automatismes qui dégagent les peurs et qui me permettent de m'adapter à une situation unique, incertaine. Et donc je vais rajouter des automatismes qui vont me permettre de jongler, de danser avec la situation. Si je vais rajouter un dernier levier qui est celui d'aimer ça, je crois qu'il faut aimer négocier, il faut aimer se jeter dans le vide, il faut aimer appréhender un espace inconnu, incertain, irrationnel et complexe et rentrer dans ce moment unique. Et comme dans tous les systèmes complexes, ce n'est pas une réponse compliquée que ce qu'on attend, ce sont de faire des choses simples exceptionnellement bien.
C'est le piège numéro 1, c'est le piège le plus évident, c'est le piège bateau, mais c'est un piège que je me tends à tout seul en fait. C'est-à-dire que mon illusion me fait croire que l'autre est plus important que moi, mon illusion me fait croire que le pouvoir a changé de camp. Et en fait, une des clés que j'utilise, c'est que mon bonheur ne passe pas par l'autre, mon malheur non plus. Et c'est une vraie clé dans la négociation, c'est que ça touche des vieux mécanismes inconscients, des mécanismes très anciens, archaïques dirais-je, qui est le rapport à l'autorité et le rapport au pouvoir. Donc en fait, l'idée, c'est que consciemment, arriver à se détacher de ça. Si je pense que l'autre est juste, donc par nature, inconsciemment, je vais être injuste, et je vais amener à me justifier, que mon argumentaire va rentrer dans un processus de justification qui attendra inconsciemment un accord de l'autre pour continuer. Auquel cas, si l'autre ne me donne pas son accord, je rebascule dans une autre justification et je suis tombé dans une dette. Et cette notion de dette est incroyable parce qu'en fait, elle a biaisé toute seule en fait la relation à l'autre. Et donc, je ne vais pas rentrer dans une justification, mais plus dans une posture consciente d'expliquer mon argumentaire, d'expliquer ma position. Je suis 100% responsable de 50% de la relation, l'autre est aussi 100% responsable de 50% de la relation. Et si je quitte cette posture de 100% responsable de 50% de la relation, en fait, ce qui se passe, c'est que je laisse la place à la peur, je laisse la place au doute, et donc la première réponse qui va sortir, c'est mes automatismes. Et je vais basculer dans une relation de pouvoir que j'ai tout seul initiée. Ce qui est dingue, mais c'est effectivement le piège numéro 1, ce rapport au pouvoir, à la menace. En revanche, si la menace est bien réelle, dans certaines transactions, la menace est réelle et mon territoire factuellement est menacé, eh ben c'est une information. Et c'est une information, c'est une réalité de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Et cette information-là, je vais devoir la gérer. Donc, si cette information-là menace factuellement mon territoire, ben, c'est à moi de prendre des décisions de partir. Ou au contraire, si je décide de rester, c'est d'adapter mon comportement, de différencier enfin de mon approche stratégique, de différencier mes angles d'argumentation pour pouvoir encore une fois espérer trouver un bénéfice futur dans le territoire de l'autre pour qu'il me dise oui. C'est toute la différence entre la détermination dans la négociation et l'obstination. Et en fait, si la menace est réelle, il est fou de s'obstiner. En revanche, il est nécessaire d'être déterminé, de trouver un autre espace dans la tête de l'autre pour que je trouve, grâce à l'adaptabilité, un espace que je n'avais pas imaginé auparavant, qui n'était pas dans mon plan de vol, mais qui va me permettre peut-être de dénicher, sans qu'il s'en rende compte, un espace à bénéfice futur. Et cette relation de pouvoir, on la trouve, comme je disais en préambule, effectivement dans tout type de négociation, que ce soit le domaine du sport face aux enjeux de championnat du monde, de Jeux olympiques, que ce soit en négociation commerciale face à des remises qui sont à accorder, face à des négociations dans le cadre de prise d'otage, de demande de rançon. Effectivement, il y a le pouvoir, la violence, la menace c'est à moi de m'adapter à cette situation-là. Donc soit je suis déterminé, mais bien évidemment dans le domaine managérial qui est celui qui touche la plupart des gens aujourd'hui, c'est aussi est-ce que je quitte l'entreprise ou est-ce que j'y reste? Et c'est une vraie question.